Potier, bonsoir colonel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on a vu les derniers chiffres de la sécurité routière. Est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer ou sommes-nous dans une moyenne? Je crois qu'il faut voir les choses sous deux angles. Le premier, c'est par rapport à l'année dernière. Effectivement, on a moins de tués sur la route que l'année dernière. Mais si on regarde les chiffres de manière plus globale et avec du recul, on s'aperçoit que le taux de tués par rapport à la population est le plus élevé en France. Donc je crois qu'effectivement, il y a une vraie urgence en la matière. Et je crois qu'il faut mettre en relation le nombre de tués. L'année dernière, c'est quand même 38 morts sur les routes de Guyane, avec le nombre d'homicides qu'on a eu en Guyane, qui émeut beaucoup la population. 42 morts l'année dernière, c'est énorme. Mais on s'émeut beaucoup moins de nos tués sur la route, alors que dans les deux cas, ce sont des familles qui sont endeuillées. Bien sûr. Alors sur les 12 tués depuis le début de l'année, 7 sont des piétons ou des deux roues. Ces deux catégories sont-elles victimes de l'inconscience des automobilistes, ou en tout cas de leurs comportements à risque? Ou alors est-ce que ces deux catégories sont victimes peut-être de leur propre comportement qui parfois peut être à risque? Alors effectivement, il y a les deux aspects. Je crois que la situation est un peu différente entre les piétons et effectivement les conducteurs de deux roues. Les piétons sont le plus souvent victimes et sont rarement responsables des accidents desquels ils sont victimes, c'est clair. D'où la nécessité effectivement qu'ils soient bien visibles. Et cette distribution de gilets jaunes s'adresse également aux piétons qui circulent sur le bord des routes la nuit. Et puis il y a les deux roues. Et je pense que vous constatez tout simplement en tant que conducteur, quand vous circulez sur nos routes, la manière dont roulent les scooters. Et je crois que c'est quand même un élément majeur dans le risque routier pour ces conducteurs de deux roues, que la manière d'évoluer sur le réseau routier. Alors de quels équipements et moyens dispose la gendarmerie pour lutter contre l'insécurité routière? Alors on connaît les radars fixes, les radars embarqués, les brigades motorisées, mais est-ce que tout cela est suffisant pour assurer une présence sur l'ensemble du réseau routier? Alors, il ne faut pas réduire la sécurité routière simplement aux unités spécialisées en matière de sécurité routière. Vous évoquiez les brigades motorisées, vous évoquiez le matériel spécialisé. Toutes les patrouilles de gendarmerie, dans leur service externe, assurent à un moment ou à un autre une mission de police de la route en faisant un contrôle routier simple sur le bord de la route de manière à avoir une présence visible et dissuasive. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'effectivement, on a en gros 60% des accidents corporels qui se situent en ville. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand même très important. Et dans ces accidents corporels, 50% de ces accidents mettent en cause des deux roues. Donc on est vraiment sur quelque chose de majeur. Et effectivement, vous avez raison de le noter, il est important que l'ensemble des unités de gendarmerie et de police nationale soient concernées par la lutte contre l'insécurité routière et est une action à la fois de prévention, c'est vrai, mais malheureusement également de répression, parce qu'on a bien démontré au cours du temps que pour passer de 16 000 morts en 72 à environ 4 000 morts de nos jours, eh bien c'est les actions répressives majeures qui ont permis d'arriver à ce résultat. Alors parlons quelque peu de la lutte contre l'insécurité. Je rappelle que vous êtes le numéro 2 de la gendarmerie. Alors on a vu avec le maire de Matoury notamment, visite des squats. Mais est-ce que les squats sont forcément des lieux de délinquance? Non, pas forcément. Je crois qu'il ne faut pas non plus schématiser et stigmatiser. Les squats sont simplement l'élément visible du fait qu'il y a une paupérisation d'une partie de la population, qui a effectivement une immigration relativement importante en Guyane. Et bien entendu, ce n'est pas forcément un lieu de délinquance en soi. Mais il est bien clair qu'une bonne partie de la population est sans emploi, une bonne partie de la population est désœuvrée. Nous avons aussi beaucoup de familles recomposées ou décomposées, de familles monoparentales, de gens qui sont un peu débordés également avec leurs enfants. Et très clairement, cela constitue un terreau potentiel pour l'émergence de la délinquance. C'est clair. D'accord, donc selon vous, la Guyane regroupe certains des éléments qui créent la délinquance. Je ne vais pas faire une corrélation entre immigration et délinquance, mais quand même immigration massive, chômage important, notamment chez les jeunes, enclavement, scolarité en berne, coût de la vie, seuil de pauvreté, on explose tous les compteurs. Tout cela fait le terreau de la délinquance pour vous? C'est une partie de la réponse, je le pense. Très clairement également, nous sommes confrontés à une problématique éducative. Je ne parle pas de l'éducation nationale, je parle bien de l'éducation au sein de la cellule parentale. On le retrouve en métropole, mais la particularité de la Guyane, c'est quand même d'avoir une population extrêmement jeune. Une grande partie de la population a moins de 20 ans, on est sur 50% de la population qui a moins de 20 ans. Donc très clairement, il est évident que l'importance de l'éducation va générer ou pas la possibilité d'avoir des gens qui franchissent le cap de la délinquance. Et c'est une vraie problématique en Guyane. Bon, colonel Pierre Potier, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'aborder le dispositif mis en place pour les vacances. Merci.